Alain, propos d'un Normand. Vigneron. Quand on dit qu'un homme a fait une grosse fortune, on ne pense pas au premier moment qu'il s'est enrichi aux dépens d'autrui. On s'imagine que des rencontres favorables, une bonne récolte, une mode ou quelque événement du même genre, a détourné de son côté ce fleuve de luxe qui est sorti de la terre, en sorte que, les autres ayant ce qu'il leur fallait, il s'est enrichi sur le superflu commun. Les heureux disent souvent « J'ai gagné beaucoup d'argent cette année-là, mais tout le monde en gagnait. » Tout le monde était content. Ne vous imaginez pas qu'on puisse faire fortune par la misère des autres. Il y a du vrai dans ces discours. Concevons une période favorable, avec la pluie quand il faut et le soleil quand il faut. Toute la Champagne est heureuse. Le vigneron vit de sa vigne et l'industriel vit de sa fabrique de champagne. Et comme les vignerons ne vendraient pas bien pour la consommation si l'industrie ne transformait leurs produits par longue préparation, l'industriel peut dire et penser « c'est moi qui vous fais vivre tous » et être comme un bon roi de ce petit royaume. D'autant que les vignerons se passent très bien des choses de luxe et sont même plus heureux ainsi. Ainsi s'établit une inégalité supportable, dès que la nature est prodigue de biens. Seulement, il n'y a point de luxe ni de superflu en tout cela. Car tout va par période. La lune est en haut du ciel, bientôt elle sera en bas. Le soleil monte, il redescendra. Pareillement, après les bonnes années viennent les années médiocres, puis les temps de misère. Si les hommes délibéraient là-dessus et réglaient la part de chacun, la caisse des riches serait la caisse d'épargne des pauvres. Et, comme l'industriel a profité de la prospérité commune, il souffrirait aussi de la misère commune, et assurerait la vie de tous ses collaborateurs pendant les mauvais jours. Cet effet régulateur se produit de lui-même, dans toute industrie. L'usinier, pendant la période qu'on pourrait appeler l'hivernage, nourrit de ses provisions la force humaine autour de lui, afin d'être prêt, au jour favorable, à grossir de nouveau son trésor. Mais, pour les vignerons, il s'est produit un événement qui a rompu ce contrat tacite. Au mauvais jour, l'industriel a pu maintenir ses bénéfices en perfectionnant ses procédés. Il a pu transformer et couvrir de son étiquette des vins récoltés ailleurs. Et on peut même soupçonner que, par ce moyen, non seulement les années mauvaises devenaient passables pour lui, mais, bien mieux, qu'elles augmentaient ses profits, parce que la fabrication se perfectionnait, et parce que le consommateur s'adaptait. Ainsi, les vignerons de Champagne se trouvaient hors de contrat. La fortune des fabricants, née d'abord de leurs travaux, se détachait d'eux et voguait vers d'autres rivages. C'est tout à fait comme si leurs banquiers étaient partis avec leur argent. De là cette révolte unanime, non pas contre les riches, parce qu'ils sont riches, mais contre les riches parce qu'ils oublient leur devoir de riches. Et la révolte touche juste. Pourquoi ? Parce que le capital est tenu d'agir sur place et au voisinage de ceux-mêmes qui l'abandonnent. Car que ferait un fabricant de champagne hors de la Champagne ? Cette fois encore, c'est le voisinage qui maintient la justice, et c'est la loi de la terre qui redresse le seigneur. On prêche le socialisme à la ville, et il pousse dans les champs. 22 janvier 1911.